Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expertise comptable et gestion. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va s'intéresser aux édifices isérois en péril, découvrir les coulisses de l'un des derniers fabricants français de fèves, avant bien évidemment de croquer la galette des rois. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Jean-Michel Roja, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'entreprise Panessiel, un des derniers fabricants français de fèves, basé dans l'agglomération grenobloise. En face de vous, Gauthier Aquin et Bonjour. Clément Argaillot. Bonjour à tous les deux. Portez les couleurs du projet dont vous allez nous parler, Care for Patrimoine, et de l'école Grenoble, école de management dont vous faites partie. Un projet porté par 10 étudiants de l'école, 5 garçons, 5 filles. C'était voulu ou c'était le hasard de la promo ? Le hasard a fait les choses. Bon, respecter la parité, c'est bien. Alors, en quoi ça consiste, Care for Patrimoine ? Alors, on a lancé cette initiative en décembre dernier, et l'idée est de trouver les monuments en péril de la région et de les valoriser de deux manières. D'une part, en mettant en place des actions de communication assez innovantes, et on essaye aussi de mettre en place des actions de financement participatif, puisque tous ces édifices sont en péril et ont besoin de sauvegarde. Alors, vous avez tous les deux une vingtaine d'années, ça intéresse les 20 jeunes ans. 20 ans. Les vieilles pierres, c'est des choses comme ça où spontanément, quand on a 20 ans, on a envie de s'investir, Clément ? Je pense qu'il n'y a pas forcément d'âge pour s'intéresser aux vieilles pierres, comme vous dites, puisque voilà, c'est quand même un patrimoine qui nous entoure, qui impacte tout le monde. Quand on se balade dans la nature, qu'on voit un château, par exemple, quand on fait des promenades et qu'on voit un édifice inconnu, en tout cas de mon côté, je pense que Gauthier est pareil aussi. Il n'est pas rare que donc, nos amis se questionnent sur l'histoire de ce château. Et vu l'engouement suscité par le projet au sein de Grenoble École de Management, je pense que l'histoire a des beaux jours devant elle auprès des jeunes. Et quand on y ajoute toute la technologie, finalement, ça nous intéresse plus particulièrement, puisqu'on utilise du drone, on utilise des vidéos, chose qui n'est pas faite actuellement pour ces édifices qui sont des vieilles pierres. Alors on a justement quelques images de vieilles pierres iséroises. Le département est plutôt bien fourni en la matière. Ça, on est où, ce château-là ? Alors ça, c'est le château de Virieu. La propriétaire nous a gentiment autorisé à filmer pour notre premier clip de présentation de notre projet. Et il est vrai que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la 3e région la plus pourvue en monuments historiques, mais tous ces monuments n'ont pas la chance d'être classés. Et la majorité des monuments qu'on va accompagner vont être des monuments non classés qui ont, eux, encore plus besoin de financement participatif. Alors, c'est un projet que vous menez au sein de l'école, de Grenoble École de Management. La première action que vous avez mis en place, elle concerne un monument connu, on peut le dire, de l'agglomération grenobloise, Clément. Oui, c'est tout à fait juste. D'ailleurs, c'est le fort de Comboire, dont on peut voir les images normalement ici. Ouais, qui domine Grenoble sur les hauteurs de la ville de Clé. Qui domine toute la vallée, qui fait partie d'une ceinture de forts qui entoure Grenoble, qui ont été construits à la fin du 19e siècle, dans le but de défendre la capitale d'un éventuel assaut étranger, la capitale iséroise, notamment en provenance de l'Italie. Alors, c'est un fort qui fait un peu partie du paysage local. Quel est votre objectif sur cette première action ? L'enjeu était en fait de mener une campagne de financement participatif avec la Fondation du patrimoine. Il se trouve qu'une partie avait déjà été restaurée l'année dernière, mais il y a beaucoup de ces intérieurs qui sont encore infiltrés par l'eau. Et la nécessité, la volonté de l'association des Amis du Fort de Comboire était de le mettre hors d'air et hors d'eau. Donc on voit bien sur ces images, il y a toute une partie de menuiserie à remettre en place. Et là, la cagnotte a été lancée. On est à 32%, donc 1 600 € récoltés. Et toutes nos cagnottes sont disponibles sur www.careforpatrimoine.com. Donc tous les téléspectateurs peuvent aller voir tous nos projets et on en aura un par mois. L'objectif, c'est de récolter 5 000 €, c'est ça ? C'est ça, sur ce projet, oui. Bon,
c'est bien, mais on l'a vu, c'est un bâtiment énorme qui mériterait, j'imagine, beaucoup plus d'investissement. C'est un fort qui a son histoire, Clément, hein, près d'un siècle et demi d'histoire sur ce fort de Comboire. C'est ça, c'est un fort de type série de rivières, donc c'est-à-dire un fort emblématique du 19e siècle, qui a du coup notamment été bâti avec les 5 autres forts qui entourent Grenoble après la défaite de 1870, donc pour se protéger des attaques aux frontières et donc ne plus revivre cet épisode traumatisant pour l'époque. Ensuite, il a eu sa petite aventure. Donc, au cours de la Première Guerre mondiale, notamment, il a servi de garnison pour les célèbres chasseurs alpins, les Diables Bleus, comme on les appelle ici, avant de servir finalement de dépôt de munitions pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un fort assez particulier puisqu'il était très bien conçu pour son époque, extrêmement efficace, mais au final, il n'a jamais servi. Il n'y a jamais eu de combat. Par contre, on l'a vu là, avec ces images, ça peut se visiter aujourd'hui. Il y a un petit musée qui est installé à l'intérieur. Tout à fait. Il y a actuellement une exposition sur la Première Guerre mondiale, donc avec des reconstitutions, des costumes d'époque, etc., enfin de l'habillement militaire. Et ça se visite aujourd'hui. Il y a beaucoup de groupes scolaires qui interviennent. Et aujourd'hui, le fort est visitable à l'occasion d'une fois par mois. Il faut se connecter sur le site des Amis du Fort pour en savoir plus. Les Amis du Fort de Comboire. Alors vous me disiez qu'il n'y avait jamais eu de combat en 138 ans dans ce fort. Est-ce que vous en êtes sûr ? Alors, déjà, vu l'état de conservation du fort, donc, puisque c'était un fort qui était complètement à l'abandon depuis les années 60, il me semble, c'est-à-dire que même avant, c'était quelque chose d'assez rustique. S'il y avait eu des combats, le fort aurait été du coup amélioré, rebâti. Donc, vu l'état de conservation du fort et les nombreux écriteaux qu'on a retrouvés qui témoignent de la vie des soldats au sein du fort, donc le fort a été dans une région relativement calme quand même durant les différentes guerres qui ont traversé le XXe siècle. Bon, si je vous pose la question, c'est que j'ai retrouvé dans les archives de Télégraphe ces images de combat impressionnants et vous allez évidemment reconnaître où ça se passe. Alors, on connaît bien le fort de Comboire. À votre avis, là, on est à quelle époque ? Ou alors là, je pense une époque très très lointaine, dans une galaxie très très lointaine aussi. Voilà, ce sont des images qui ont été tournées au fort de Comboire il y a quelques années par une bande de passionnés grenoblois de la série Star Wars, évidemment, qui avait réalisé un remake assez crédible quand on le voit sur ces images, avec des effets spéciaux également. Un film qu'on peut retrouver encore en ligne. C'est peut-être le seul moment où il y avait vraiment eu des victimes et des combats dans le fort de Comboire. Mais pour le plaisir de ce remake cinématographique. Vous le disiez, Gauthier, un projet par mois. Donc le premier, c'était effectivement le fort de Comboire. Le suivant, donc vous avez déjà... Maintenant en janvier, donc on avance. On va dévoiler le deuxième projet le 20 janvier. Il s'agira d'un château en ruine, vraiment abandonné, oublié à quelques dizaines de minutes de Grenoble. Et c'est un château qui a vraiment besoin d'aide. On a du lierre qui envahit les tourelles, des arbres qui poussent dans les tours. Et c'est un château vraiment intéressant qui n'a pas la chance d'être classé. Mais les planchons étaient datés du 15e siècle. Donc c'est quand même un monument qu'il faut sauvegarder. Et la vue du drone permet de découvrir ça. Et on a la chance de travailler avec une troupe de reconstitution, donc les lames du Dauphiné. On a vu là sur ces dernières images. C'est ça. Donc, ils nous permettent en même temps de valoriser l'édifice en faisant intervenir finalement des personnes en costume d'époque. Et nous, l'idée, c'est vraiment sur cette campagne de susciter l'intérêt de tous les potentiels donateurs. Et on travaille avec D'Artagnan, qui est une plateforme de crowdfunding participatif. Et pour ça, on a créé une vidéo. Et on a également traduit cette vidéo en anglais, et la page est en anglais parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de donateurs étrangers s'intéressaient au patrimoine local et notamment médiéval, en tout cas français. Et du coup, on a un objectif de 10 000 €. La campagne va durer 45 jours, dès le 20 janvier. Donc je vous invite dès le 20 janvier à vous connecter sur notre site internet carrefourpatrimoine.com. Pour découvrir notamment la localisation de ce château mystère, sur l'agglomération grenobloise, mais pas dans la toute proche banlieue. Et puis donc la troupe du Dauphiné qu'on a déjà eu le plaisir d'avoir sur ce plateau, mais qui n'était pas venu forcément avec tout l'attirail, le hache, le chapeau. Tout à l'heure, on parlera de galette des rois. Donc je suis déjà, moi,
couronné pour la journée. C'est lourd, hein, c'est pas du toc. Là, c'est vraiment... il faut être... Voilà, ça pèse son poids, cet attirail. Dernier événement, édifice en péril de l'agglomération dont je voulais parler avec vous. On en parle également assez souvent sur ce plateau. C'est la Casamor, palais oriental de l'agglomération grenobloise, à Saint-Martin-le-Vinoux, à l'entrée de Grenoble, que vous avez filmé d'ailleurs de nuit. Il prend une tournure un peu différente. Hein. Ça a été filmé de nuit. Et cet édifice, en fait, on le lance pour le mois de février. Ça sera le 1er février, c'est un samedi. Et on organise un événement à 14h avec des visites guidées possibles sur ce monument historique vraiment unique en Europe, en ciment moulé. Et ce sera l'occasion pour nous de présenter nos projets. Donc c'est disponible sur le site internet. Les gens peuvent dès à présent réserver leur place sur carrefourpatrimoine.com pour visiter ce lieu unique. En ciment moulé, Clément. C'est ça, en ciment moulé et donc en bois pour la partie des jardins d'hiver, donc qui est la partie qui suscite notre attention dans le cadre du projet. Mais ça, donc, on en dira plus lors du lancement en février. Voilà, votre site internet va s'afficher avec les coordonnées des différents projets. Ça s'arrêtera à la fin de l'année scolaire puisque c'est un projet d'école ou vous avez envie de le poursuivre ensuite? On est en train d'essayer de... On en parle, on aimerait bien peut-être monter une association ou continuer cela en une gestion de projet, donc en un cours. Mais vu l'engouement qu'on a eu, on a eu beaucoup de demandes de porteurs de projets d'une église dans un petit village, etc. Il y a de quoi faire. Donc on n'a pas épuisé tous les monuments en péril de la région, malheureusement. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de galettes des rois et de fèves, mais on va parler maintenant, puisqu'on est au mois de janvier, de cette actualité. Jean-Michel Rojat, est-ce que vous faites des fèves d'ailleurs à l'effigie des édifices en péril de l'Isère? On en parlait tout à fait tout à l'heure dans la loge, et on pourrait tout à fait travailler avec Care for Patrimoine, puisque notre entreprise, donc basée en Isère, est un des derniers fabricants de fèves français, et on aide les artisans boulangers à exprimer leur différence et leur excellence à travers des fèves qui parlent justement de ce qui se passe dans leur secteur. Donc le boulanger à côté de la Casamor, si il nous entend, peut-être qu'il peut l'année prochaine donner un coup de main à Care for Patrimoine et ainsi exprimer à ses habitants son intérêt pour son secteur. Alors, si vous êtes un des derniers fabricants de fèves, c'est que la plupart sont fabriqués en Asie. Je crois que c'est plus de 98% du marché. On va dire, pour être sûr, au moins 95%, probablement 98%, oui. Alors, pourtant, la galette, c'est une tradition qui est plutôt bien ancrée ici, en France. Oui, mais fabriquer une fève, ça prend beaucoup de temps, notamment les fèves en 3D, qui ne peuvent être fabriquées qu'en Asie pour avoir un prix de revient qui puisse rentrer dans une galette. Notre choix à nous, c'est la fève 2D, qui nous permet une fabrication en France, et surtout qui nous permet de faire des toutes petites séries. Donc, par exemple, on n'est pas obligé de faire 500 000 fèves comme quand on fait des fèves sur ce qu'on a vu tout à l'heure, là, des grandes séries télévisées mondiales. Nous, on fait des petites séries qui viennent célébrer le patrimoine juste à côté de la boulangerie. C'est ça qui est Une fève de proximité. Voilà. Alors, je parle du patrimoine, mais ça peut être aussi, on peut célébrer les pompiers qui sont à côté de la boulangerie, leur rendre hommage. On peut aussi... Club sportif, vous le faites aussi souvent. Voilà. On propose aux artisans 12 initiatives possibles dans leur secteur. Ça concerne le patrimoine, bien sûr, mais ça concerne les enfants des écoles qui peuvent aussi participer, faire des fèves, faire leurs fèves pour leur boulanger, pour mettre dans leur village ou dans leur quartier. Voilà, le boulanger peut mettre aussi en avant un artiste local qui est plein de dynamisme, qui est encore pas très connu. Il obtient une première médiatisation dans son secteur, etc., etc. Alors ces fèves, elles sont fabriquées à Cessiné, dans l'agglomération grenobloise, dans un atelier aussi un petit peu particulier. Tout à fait. L'artisan pour lequel on travaille, pour lequel on met notre énergie, c'est le circuit court. C'est-à-dire que l'artisan... si demain on décide de se passer de pétrole, on va retourner
et je pense que Clément, ça va le toucher. On va retourner, comme depuis toujours, chez l'artisan. C'est l'artisan, le circuit court. Et du coup, on fournit à l'artisan des fèves made in France. Voilà. Et pour faire des fèves made in France, on a aussi des contraintes économiques. Et du coup, on travaille, alors pas que pour cette raison, hein, mais aussi pour cette raison, on a commencé à travailler avec un atelier d'insertion. Et maintenant, on a vraiment, qui s'appelle Atelier 6 à Cessiné. Et vraiment, aujourd'hui, on a une grande joie que notre travail, que la commande des artisans français qui commandent des fèves françaises remettent sur le chemin de l'intégration par le travail, ou pas l'intégration, mais en tout cas retrouver la voie du bien-être, de l'intégration aussi dans la société, oui, par le travail. Dans cet atelier qui fait un travail vraiment formidable. Il y a combien de personnes qui travaillent sur vos fèves? Alors, en équivalent temps plein, donc sur toute l'année, en moyenne, c'est 7 personnes à temps plein. Mais on a des pics, on commence... Oui, c'est saisonnier comme travail. Voilà, c'est saisonnier. Dans la période la plus intense, on est 20 et on commence à 5-6. Voilà. Alors, il y a une technique particulière, je ne connaissais pas ce terme, c'est le marouflage. On voit là, ça consiste en quoi? Vous le voyez sur l'image. Alors, fabriquer une fève, on croit que c'est simple. En fait, regardez le temps qu'il faut pour fabriquer une fève. Alors, le marouflage, est-ce que c'est tout fait à la main? Tout est fait, tout est décoré à la main. Hein. Les moulages, eux, sont moulés par des machines, mais ensuite toute la décoration est faite à la main. Et regardez le temps qu'il faut, parce que il faut prendre ce qu'on appelle un chromo, le déposer avec vraiment beaucoup de soin. Il faut le centrer, il faut faire en sorte qu'il soit bien positionné. Et ensuite, il faut enlever toutes les petites bulles d'air et d'eau qui peut se trouver dessous. Et ensuite, on doit cuire. Et ensuite, une fois que c'est cuit, on doit vérifier une à une qu'on n'a pas laissé une petite bulle à un endroit ou à un autre. Voilà. Donc, c'est un travail très, très long. Une personne en un jour fait 1000 fèves maximum. La cuisson, à combien de degrés? On voit là le four. Alors, il y a tout un cycle dont ça va jusqu'à 850 degrés et ça dure à peu près 12 heures. 1000 fèves par jour et par personne, ça représente une production de combien d'éléments sur une saison? Alors, nous, depuis qu'on existe, on a fabriqué 8 millions de fèves. Cette année, on en a fait un peu plus de 600 000. Combien ça coûte une fève de chez Panéciel? Alors, ça dépend de la quantité, parce qu'il y a tout un travail de préparation, mais à peu près de 70 centimes à 1 euro la fève. Une fève personnalisée. Un particulier peut vous en acheter ou vous travaillez uniquement quand même avec des professionnels? On ne travaille qu'avec les professionnels. Et si le particulier est intéressé par les fèves du boulanger, on l'invite à aller chez son boulanger. On peut en trouver où des fèves de chez vous sur l'agglomération? Alors, il y a Kiwi à Comboire, le magasin Kiwi à Comboire. Il y a Denardy à Saint-Nazaire-les-Aisnes. À Saint-Nazaire-les-Aisnes. On en trouve encore chez Seigle-Buya, à Voiron. Vous allez vous me piéger là, parce que je n'ai pas en tête... Oui, non, mais on ne va pas tous les citer. Entre autres, voilà. Et puis, on a un partenariat avec Transisère. Voilà, j'ai la couronne. Voilà. Couleur des cartes du département. Voilà. Et c'est les fèves que vous nous avez amenées là, qui sont sur le premier plan. Donc ça, c'est une initiative très, très intéressante du département de l'Isère et qui a notamment voulu mettre un petit coup de projecteur sur les chauffeurs et toute l'équipe de Transisère qui, comme les boulangers, se lèvent tôt le matin, qui pleuve, qui vente, qui neige, qui démarrent leur bus et qui vont emmener nos enfants, mais aussi tous ceux qui en ont besoin, aux 4 coins du département. Et donc, ils nous ont commandé 25 000 fèves, je crois, qui sont distribuées dans 31 boulangeries du département. Voilà, donc pour découvrir ces fèves, je vous invite à aller chez ces boulangers. Bon, voilà, moi, j'ai mis tout à l'heure le chapeau du Moyen-Âge. Je peux mettre aussi le chapeau des fèves des Transisère. Bon, vous nous avez mis l'eau à la bouche, on va la déguster maintenant, cette galette, quand même, pour finir l'émission. Et on accueille la spécialiste de la frangipane à la télé Grenoble,
Bonsoir. La reine des sports également, Lucille Dailly. Ah oui, il faudrait que je m'y remette un peu parce qu'avec toutes ces galettes que j'ai mangées spécialement pour vous en plus, Sur une je musique me suis de sacrifiée. Ah, Philippe Catherine, Voilà. ça c'est bien ça. Ouais. Vous réécouterez les paroles. Si vous n'avez pas bien compris, en replay, vous verrez. Il y a un lien effectivement avec les rois et les reines. Philippe Catherine à la Belle Électrique, c'était pour lui faire un petit coup de pub. Ça vient de chez vous, hein, du coup. Hein, Donardi, on en parlait tout à l'heure sur la flamme olympique. Ça, c'est mon petit coup de cœur aussi. Regardez, ma bécassine, elle vient pas de chez vous. Hein, puis celle-là aussi, voilà, la meilleure de Paris. Voilà, ça vient peut-être de chez vous, j'en sais rien. C'est du 2D. Allez, exactement, c'est du 2D. Et oui, la galette, je sais pas si toi, tu es un grand fan de galettes. Non, pas moins que toi, mais je sais que c'est la tradition au mois de janvier. C'est le mois de la galette, on peut le dire. C'est le mois de la galette, on peut la poser éventuellement, mais on peut surtout aussi la déguster, ce que je vous souhaite. Alors le problème, c'est qu'il y en a partout. Elle pousse autant dans les enseignes que les sapins à Noël. Alors, comment vous y retrouver pour trouver la galette à votre goût? Alors déjà, on va vous aider avec un petit micro-trottoir de la rédac. Elle n'est pas trop sèche, pas trop cuite et avec beaucoup d'amandes et un peu de beurre quand même. Une bonne galette, c'est surtout une brioche des rois. Je les aime au chocolat ou à la framboise ou même avec de la vanille. La frangipane, c'est surcoté. Bien moelleuse, parfaite, un petit peu épaisse. Quelques morceaux de sucre là sur le dessus. Pour moi, une bonne galette, c'est tout simplement une frangipane, la traditionnelle, qui pour moi est sous-cotée et elle est très bonne, c'est la frangipane. Des fruits confits, surtout plein de fruits confits, bien dessus, bien au milieu, c'est top. Une bonne galette pour moi, c'est une frangipane avec du beurre, beaucoup de beurre. Pour moi, la bonne galette, elle a au moins 2 fèves parce que j'ai 2 enfants et que je veux pas de jaloux à la maison. Mais la bonne galette, c'est surtout la galette que je fais moi. Voilà, 2 bonnes réponses, Marie-Caro, c'est bien ça. J'attends de la goûter, sa galette. Hein. Tout à fait, on a été sympa. Laurie, qui vient du Sud, on lui a trouvé une belle brioche des rois aussi. Alors du coup, partant de là, j'ai lancé le bouche à oreille qui m'a mené vers des enseignes bien connues aussi. Hein. Le plus populaire, c'est Bourbon, c'est Place Notre-Dame. On a beaucoup entendu Thiricourt aussi, qui est rue de la Poste. Alors moi, j'ai goûté et approuvé, croyez-en, mon tour de taille aujourd'hui. Mais je vous révèle ici mes 3 coups de cœur, sachant que c'est toujours très subjectif, on le rappelle. Alors, on y va tout de suite. Cours Jean Jaurès, c'est parti. Une enseigne chérie des amateurs de croissants. Pourtant, le monsieur qu'on vient de voir, c'est un chocolatier pâtissier. Mon premier roi de la galette, c'est Pascal Ferrazzi, le jusqu'au boutiste de la tradition avec un grand T. Pour lui, la galette, c'est du classique. Et le classique, c'est la frangipane et rien d'autre. C'est ça la vraie galette des rois. La frangipane, 2 fèves dedans et une bonne pâte feuilletée surtout. La pâte feuilletée, elle doit être pur beurre et si possible, pétrie à l'ancienne comme chez nous, c'est-à-dire au vinaigre de vin et à la fleur de sel de Guérande. Et ensuite l'étaler et incorporer sa frangipane à l'intérieur. Elle doit être bien claire, bien blanche, faite avec des bonnes amandes, si possible des amandes d'Italie du Sud. Les cuire environ 40 minutes, ça c'est important. Et surtout bien les faire briller avec une bonne petite dorure aux œufs et un sirop en dernier. Si on veut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit bien copieuse, bien garnie quand même, hein, la galette. Une galette légère, c'est qu'il n'y a rien dedans. Voilà, alors c'est celle-ci qui est ici juste devant moi. Hein. C'est comme ces croissants, hein, le bilan, c'est charnu, c'est gourmand, c'est ni trop gras, ni pas assez. J'ai juste un petit truc. Comme on a dit que c'était subjectif, la frangipane, elle est blanche. Pour moi, la frangipane, elle doit être grise. C'est-à-dire avec de l'amande complète, qui pour moi, elle a plus de caractère. Voilà, c'est une question de goût. On le rappelle. Deuxième coup de cœur. Deuxième coup de cœur. Deuxième. La petite ou la grosse? C'est ça. Deuxième roi de la galette, c'est la grosse qui est juste à côté de moi. Place Championnet, c'est l'enseigne devant laquelle je ne réponds plus de rien. Je vous présente Étienne Culot, l'homme à cause de qui je ne rentre plus en entier dans votre écran. Pour lui, la galette, c'est un mélange de tradition et de modernité avec son extra feuilleté cacao, noisette, agrumes qui incarne la fin de vos bonnes résolutions, mesdames et messieurs. À côté, la plus traditionnelle. Alors, j'ai quand même filmé les gâteaux, mais ne les regardez pas. Sinon, il n'y en aura plus pour moi. La plus traditionnelle, donc, c'est une crème d'amande complète, celle-ci, une pointe de fleur de sel aussi qui va réveiller tout ça. Étienne Culot, c'est un jeune talent, un jusqu'au boutiste, lui, de la création au nom de la finesse, de l'équilibre. Il est né en janvier, il a toujours soufflé ses bougies sur une galette des rois et il ne s'en est jamais lassé. Il est fou de ce produit et vous le serez aussi. Voilà.
Allez, troisième coup de cœur pour finir. Eh ben, le troisième coup de cœur, on va le voir tout de suite. Vous Ah, reconnaissez, c'est Bruno, notre voilà. Le fournisseur officiel des déjeuners de Télé-Grenoble et de tous les voisins de notre rue Eugène Faure. Là encore, c'est du 100% fait maison, avec le souci du détail, du travail honnête et bien fait. Alors la frangipane complète, il y a aussi de la pomme, c'est un massacre celle-là d'ailleurs, la pomme, et puis la brioche des rois, juste comme il faut. Voilà. Est-ce que tu penses, toi Thibaut, dans tout ce qu'on a vu ici, trouver ton bonheur ? Je pense, moi, je taperais bien sur la galette. Non, je te fais confiance. La première, voilà. La première, la traditionnelle. Ouais, on va peut-être la faire goûter là pour finir. Bien sûr, on est là pour ça aussi. Ça fait une vingtaine de minutes qu'on parle de fèves, de galettes, etc. Cependant, je note que nous sommes à Grenoble et que j'aimerais que la galette à la noix de Grenoble soit encore plus célèbre que la tarte à la praline rose de Lyon. Parce que ça franchement, j'en ai pas trouvé pour le coup. Alors, je suis peut-être pas allée bien loin. Jean-Michel, est-ce que vous avez déjà entendu parler de galette à la noix ? Vous êtes petit-fils de boulanger. Oui, tout à fait. Non, la partie, non, ça vous dit rien ? J'en ai jamais entendu parler et je me suis dit à ces mots que c'était une excellente idée. Oui, alors moi je la fais comme ça et c'est super bon. Et personne ne dit non, c'est trop gras, ça tient pas à la cuisson. Non, c'est simplement que... Faut que tu déposes l'idée, Lucille, parce que sinon on va te la piquer. Si tu dis à la télé que la galette à la noix n'existe pas à Grenoble, je suis sûr que l'année prochaine, ça va le faire. Je vais vous attendre. Coupe la même, qu'on soit tous à égalité pour la juger. On fera honneur aux autres après, hors antenne. Jean-Michel, pendant que Lucille coupe, il y a des gens qui achètent les galettes uniquement pour collectionner les fèves. Je pense que c'est assez rare. En fait, la fève est le petit objet qu'on aime, mais on choisit quand même avant tout une galette d'artisan. Chez les artisans, on achète la galette pour la galette. Il peut arriver dans les grandes surfaces ou des galettes à très bas prix que la maman achète une galette pour faire plaisir aux petits pour la fève. Mais chez les artisans, on choisit d'abord la galette pour sa saveur. En tout cas, les fèves, ça se collectionne. Là, on voit des images de la collection de Dominique Morand, qui est la présidente du club des fabophiles de l'Isère. Elle doit en avoir aussi des fèves de chez vous, j'imagine. Et le club organisera son salon de la fève le 26 janvier prochain à Vorep. Donc voilà. La couronne, ça veut peut-être dire que c'est pas on goûte. Alors, je suis désolé pour vous, à la télé, on ne peut pas vous faire partager ce moment-là, mais on va y aller quand même. C'est la frangipane traditionnelle, donc on le rappelle. J'ai coupé direct à la fève. Lucille, tu ne coupes pas dans le plateau. Si jamais c'est le cas, ça serait bien la première fois. Alors, bilan. On peut parler la bouche pleine, c'est fait, c'est les rois. Ouais. Délicieux. On va laisser parler les jeunes, parce que bon, moi... Regardez, vous voyez la différence. Là, vous en avez une qui est plutôt claire et celle-ci, elle est plutôt... elle est grise, comme on ne la voit pas, la couleur de pâte. Voilà, exactement. Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que j'avais raison ? Écoute, elle est très bonne. Vu que tu as 3 autres galettes, on ne va pas retarder plus longtemps nos téléspectateurs. Merci d'être venu, Jean-Michel. Bonne continuation également à ce projet. Merci beaucoup. Initié au sein de Grenoble École de Management. Et nous, pour se remettre de nos émotions, on se donne rendez-vous demain avec peut-être d'autres choses à déguster sur le plateau. Merci, Lucille. De rien. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expertise comptable et gestion.